Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Et chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister de temps en temps à des lives avec des invités et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle capsule un décryptage d'un phénomène que j'ai maintes fois observé autour de moi et avec mes clients et qui consiste à n'avoir pas l'impression d'être riche ou d'être plus riche qu'avant, malgré des revenus qui augmentent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? La situation peut sembler paradoxale, mais elle n'est pas si étonnante que ça en réalité. Il y a plus d'une explication à ce phénomène. Premièrement, il y a toujours une différence entre le niveau de richesse, qui peut s'apprécier par des données, on va dire, factuelles ou statistiques, et le sentiment de richesse qui, lui, est tout à fait personnel, subjectif et, j'ai même envie de dire, relatif. Autrement dit, je peux être statistiquement riche ou voir mon salaire qui augmente, c'est factuel, et ne pas me sentir riche ou plus riche qu'avant. Car c'est rare qu'on apprécie à titre personnel la richesse sur des critères qui sont statistiques. En réalité, dans notre tête, on apprécie la richesse avant tout par comparaison. Et d'ailleurs, ça commence très jeune, c'est aux alentours de l'âge de 8 ans, 10 ans, qu'on va commencer à construire une représentation de la richesse et de la pauvreté et de sa propre place sur l'échelle sociale ou l'échelle de la richesse sociale. Et on le fait uniquement en observation de son environnement. Donc si aujourd'hui votre salaire augmente, mais que vous êtes toujours le plus petit salaire, par exemple, ou parmi les plus petits salaires de votre entourage, que vos collègues ont été davantage augmentés que vous, que vous êtes toujours, malgré cette augmentation, en situation d'endettement, voire de surendettement, que vous n'avez pas été augmenté depuis très longtemps auparavant, ou que vous ne pouvez pas vous payer les choses qui vous font envie avec cette augmentation, et bien vous aurez toujours le sentiment d'être pauvre, ou en tout cas de ne pas être riche ou de ne pas être plus riche qu'avant. Car c'est ça le premier facteur d'explication, comment vous avez évolué en comparaison à votre entourage. Deuxième facteur qui explique ce décalage entre les revenus qui augmentent et la perception, le sentiment de richesse, je l'appelle moi l'illusion de la croissance. Je m'explique. Quand on s'imagine sa vie d'actif, on s'imagine souvent une augmentation assez constante de nos revenus. À peu de choses près, on se voit passer d'un job de junior à un job de senior, s'installer dans sa vie professionnelle, avoir des promotions successives, changer d'employeur, prendre des gaps de salaire, et toujours dans une dynamique qui va crescendo. Si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, c'est encore plus vrai. On s'imagine toujours que nos revenus vont aller en augmentant et que donc notre train de vie va lui aussi aller en augmentant. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe dans la vie. On peut voir ses revenus augmenter sans pour autant que son train de vie augmente, notamment parce que il se passe plein de changements dans la vie entre un âge qui va de 25, on va dire, à 50 ans. Se mettre en ménage, se marier, avoir un enfant, se séparer, etc., etc. Bref, si vos revenus augmentent, que factuellement votre pouvoir d'achat augmente, vous allez consacrer une part de plus en plus faible en réalité à vos loisirs dans des âges qui se situent entre 25 et 50 ans du fait de ces changements de vie. Et vous allez consacrer une part de plus en plus importante à l'épargne, à l'achat d'une résidence principale, aux travaux de cette même résidence principale, à la garde des enfants, à votre projet de mariage, à l'épargne de vos enfants, etc., etc. Et donc, moins d'argent consacré aux loisirs, d'autant que si la famille s'agrandit, vous êtes encore plus de personnes dans le foyer à devoir être nourries, logées, blanchies et duquel il faut s'occuper. Tout ça avec le sentiment que vous avez moins d'argent donc au quotidien pour profiter, vous et éventuellement votre famille. Je parle même pas de ce changement de situation qui est probablement un des plus fracassants sur le plan financier, qui est la séparation, parce qu'en quelques semaines ou en quelques mois, on passe d'une réalité à une autre de manière peut-être plus ou moins violente,
et qui peut être vécu comme un véritable déclassement social puisque on doit en général faire face à des frais qui sont peu ou prou équivalents à ce qu'on voyait avant, mais avec les revenus d'une seule personne uniquement. Moralité, malgré l'augmentation de nos revenus et factuellement l'augmentation de notre pouvoir d'achat, en réalité, les événements de la vie nous donnent souvent l'impression de nous appauvrir parce qu'une part de cet argent qui a augmenté notre pouvoir d'achat est consacrée à d'autres membres de la famille et à d'autres priorités que celles des loisirs qu'on pouvait avoir quand on était jeune actif sans enfant par exemple. À défaut d'avoir le sentiment de s'appauvrir, il peut y avoir le sentiment de devoir faire de lourds sacrifices pour maintenir le même train de vie pour soi, pour son couple et pour sa famille, et ce, jusqu'à ce que les enfants quittent le nid après leurs études, qui en général est souvent vécu financièrement, en tout cas, comme une bouffée d'oxygène pour les parents qui sont ensemble ou séparés. Autre facteur à prendre en compte, toujours sur cette même distorsion entre mes revenus augmentent mais je ne me sens pas plus riche, c'est évidemment l'inflation. On ne parle que de ça, évidemment, depuis des mois, et pourtant, ça n'est pas toujours simple de comprendre l'impact concret de l'inflation sur notre quotidien à long terme, et notamment quand l'inflation est faible. Évidemment, aujourd'hui, avec une inflation qui est élevée, et donc un sujet qui est omniprésent dans les médias, l'augmentation des prix, et sur tout type de produits, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus concret dans son quotidien. Mais quand l'inflation est plus basse, à 1% ou à 2%, comme c'était le cas avant et comme ça a été le cas pendant très longtemps auparavant, l'inflation a quand même un impact concret sur notre quotidien. Comme il y a de l'inflation, nos augmentations de salaire sont en partie là, justement, pour nous permettre de maintenir notre pouvoir d'achat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que dans la plupart des conventions collectives, dans la plupart des entreprises, évidemment, il y a énormément d'exceptions, les salaires sont réévalués chaque année pour peu ou prou coller au niveau de l'inflation, c'est-à-dire comme il se situait avant à 1 ou 2%. Sauf que si l'inflation est de 2% et que dans le même temps, moi, je ne suis pas augmentée d'autant, voire même pas du tout, eh bien en réalité, je perds 2% de mon pouvoir d'achat. Et si ce phénomène dure sur plusieurs années et n'est pas complètement compensé, eh bien en réalité, je peux avoir l'impression d'avancer dans la vie, de m'installer, voire même d'avoir des augmentations de salaire, mais qui ne compensent pas l'inflation et donc qui en réalité m'appauvrissent. Si mes augmentations de revenus sont en dessous de l'inflation, je perds du pouvoir d'achat. Si mes augmentations sont à peine au-dessus de l'inflation, l'effet d'enrichissement va être plus limité qu'on le croit en réalité. Par exemple, une augmentation de 5% de votre rémunération face à une inflation de 2% n'est en réalité qu'une augmentation de salaire de 3% net. En réalité, pour la grande majorité de la population, les augmentations de salaire sont plus souvent des rattrapages que des vraies augmentations. On peut pas parler dans ce cas-là d'enrichissement, tout au mieux d'un maintien de son niveau de richesse qui peut plus ou moins durer tout au long de sa vie d'actif. Même quand les augmentations dépassent l'inflation, il y a un effet un peu boost d'adrénaline qui nous fait souvent surapprécier l'impact qu'aura cette fameuse augmentation sur notre vie. Je vais volontairement prendre l'exemple d'une augmentation qui est négociée dans un cadre annuel. Donc on va parler en brut annuel. C'est pas le cas dans toutes les industries, c'est pas le cas dans toutes les entreprises et c'est pas non plus le cas pour tous les niveaux de salaire. À tous les niveaux de salaire, on ne discute pas nécessairement des augmentations en brut annuel. Mais je prends le cas du brut annuel parce que vous allez voir que c'est encore plus flagrant d'illustrer mon propos avec une négociation salariale qui va partir d'un montant exprimé en brut annuel. Mettons que vous obteniez justement après négociation une augmentation de 4 000 € brut annuel. Pour certains, évidemment, quand je dis 4 000, encore une fois, c'est un exemple, ça va être une somme ridicule et pour beaucoup, je sais que pour la majorité des gens, quand je dis 4 000 € annuellement, même si c'est du brut, c'est une énorme augmentation. La plupart des gens n'ont pas nécessairement, en tout cas régulièrement, ou n'ont même jamais connu. Je crois que ma mère a dû connaître peut-être une fois dans sa carrière une augmentation de cet ordre-là, et encore, je ne suis pas sûre. Donc je sais que 4 000 €, pour certains ça va être peu, pour d'autres ça va être beaucoup, voire même inespéré. 4 000 € brut annuel, ça fait environ déjà 3 000 € net annuel, et donc 250 € par mois, hors impôt. Imaginons
Alors là, on va être un peu dans la science-fiction, puisque chacun a un niveau d'imposition qui lui est propre, chacun est dans une tranche marginale qui lui est propre. Je rappelle qu'il y a 5 tranches marginales, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous ne connaissez pas votre tranche marginale d'imposition, déjà, cherchez sur Google tranche marginale d'imposition, TMI. C'est pas taux moyen d'imposition, c'est bien tranche marginale d'imposition. Et vous pouvez aussi vous référer évidemment à votre feuille d'imposition. Donc imaginons que vous soyez dans la tranche marginale d'imposition de 30%, ce qui est la tranche du milieu. Alors, ces 250 € par mois se transforment en 175 € net par mois après impôt, donc qui arriveront dans votre poche. Qu'est-ce que honnêtement vous préférez entendre ? J'ai été augmentée de 4 000 € cette année, ou j'ai une augmentation de salaire de 175 € par mois. En fait, ce qu'il faut se dire là, c'est que au-delà de « je vais essayer de voir quel est le plus rationnel », l'impact des chiffres est très important sur le cerveau. Ça me fait penser à l'épisode que j'avais fait avec Fabien Olicard on a beaucoup parlé justement de l'effet des nombres et de leur proportion sur le cerveau. Et donc un nombre à 4 chiffres comme 4000 versus un nombre à 3 chiffres comme 175, même s'il y en a un qui est exprimé annuellement et l'autre mensuellement, il y a une distorsion du cerveau face à ces 2 chiffres, et donc on va avoir tendance à préférer et avoir les yeux qui brillent davantage quand on nous parle d'une augmentation de 4000 €. Parce qu'on va se sentir plus riche évidemment avec ce chiffre de 4000 qu'avec ce chiffre de 175. Ce qui se produit, c'est que du coup, in fine, on se voit plus riche que ce que l'on est vraiment. Mon cerveau a imprimé 4000 alors que ma réalité, c'est 175 € tous les mois. Et la plupart des foyers gèrent leur budget ou gèrent alors, même si on gère pas nécessairement son budget avec un budget, mais en tout cas, on gère a priori un peu dans sa tête les comptes au mois le mois, plus qu'à l'année. C'est plus facile de gérer son argent au mois qu'à l'année. Donc c'est un référentiel. On comprend bien les 175 € par mois, mais le 4000 tout d'un coup sort un petit peu de notre référence. Et donc je sais que ça risque de ne pas vous plaire ce que je vais dire, mais 175 € par mois, ça n'a jamais changé la vie de personne. Je suis désolée, et même pour les personnes qui gagnent pas beaucoup, ça ne change pas une vie. Est-ce que ça améliore le quotidien ? Oui, et pour beaucoup de Français, ça améliorerait le quotidien. Mais ça ne change pas la vie. Et si ça se trouve, même dans votre situation, vous ne verrez quasiment pas la différence avec avant. 175 € par mois, c'est 1200 € en plus sur le budget annuel des vacances, par exemple, et un bon resto en famille par mois. C'est une soirée en amoureux et la babysitter dans le mois. C'est le prix pour envoyer les enfants en colo cet été. En ce moment, honnêtement, c'est probablement ce que beaucoup de ménages vont payer comme surplus pour absorber la hausse de l'électricité, du gaz et de l'essence tous les mois. Pour certains, cette somme sera intégralement mise de côté. Donc, il y a un impact, mais il n'est pas visible sur son train de vie. Et donc, ça ne donne pas cette sensation de s'enrichir, parce que ça ne permet pas d'accéder à un niveau de réalité de la vie qui est différent. En tout cas, c'est un peu juste cette somme-là pour, par exemple, avoir une pièce en plus dans son logement, changer de taille de logement. C'est aussi un peu juste pour changer de gamme de voiture, parce qu'à 3 000 € sur l'année, on va à peu près rester dans les mêmes gammes de voitures. C'est aussi... Ça peut correspondre à un budget pour mettre un enfant dans le privé, pour mettre ses enfants dans le privé, pas sûr. En tout cas, c'est légèrement insuffisant pour changer d'échelle. Alors, c'est pour moi largement insuffisant pour changer d'échelle sociale. Et je suis pas en train de dénigrer ces 175 € d'augmentation mensuelle. Et d'ailleurs, je prends ce chiffre, mais j'aurais pu prendre n'importe quel chiffre parce que chaque chiffre va évoquer quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Je veux simplement mettre en évidence ce décalage de perception qu'il y a entre cette espèce de wow effect que peut procurer cette belle augmentation que vous avez réussi à négocier et l'impact réel que ça va avoir sur nos vies. Et donc on a tendance un peu à s'accrocher à wow, quelle belle augmentation. Sous-entendu dans notre tête, ça va mettre du beurre dans les épinards, alors qu'en réalité, ça met pas grand-chose dans les épinards, à part peut-être un peu de sel. Berck les épinards, mauvais souvenir de cantine de jeunesse. Si on ajoute à cela le fait qu'on va très vite s'habituer à cette nouvelle situation financière et très vite donc se lasser pour
commencer à vouloir encore plus que ces 175 € par mois, et bien effectivement, ça n'améliore pas le phénomène. Parce qu'on est très doué pour désirer ce qu'on n'a pas, mais on est très mauvais pour continuer, pour apprécier ce qu'on a. On passe notre temps à sans cesse vouloir combler justement cet espace qu'il y a entre nos moyens financiers et nos désirs. Et donc même une augmentation de 500 € par mois, honnêtement, il y a quand même assez peu de Français qui vont connaître régulièrement dans leur carrière des augmentations de 500 € par mois. Et donc, même une augmentation d'un tel montant va vous mettre en joie pendant quelques semaines, quelques mois tout au plus, juste le temps que vous arriviez à calquer votre train de vie sur ce nouveau chiffre. Et puis, bam, à la poubelle, vous en voudrez à nouveau plus et à nouveau ce sera, c'est pas que ce chiffre sera une source d'insatisfaction, mais à nouveau, vous serez en train de chasser la prochaine augmentation. Et enfin, on peut combiner à tout ceci un dernier facteur, celui-ci porte un nom, ça s'appelle le wealth effect, l'effet de richesse, si je traduis ce terme anglais. Le wealth effect décrit en économie cette propension que l'on a à dépenser de manière proportionnellement plus importante au fur et à mesure que le patrimoine augmente. Autrement dit, plus je m'enrichis, et notamment par le patrimoine, et moins je vais épargner. Et donc, je vais encore plus dépenser. Si je n'épargne pas cet argent, je vais le dépenser. C'est d'autant plus vrai que son patrimoine est composé d'actifs financiers, c'est-à-dire d'actifs liquides et donc visibles sur un compte quelque part. Mais pour moi, j'y vois aussi une autre dimension, un autre phénomène. C'est plus on se sent riche, et notamment par le travail, par ses revenus du travail, moins on ressent le besoin d'épargner et donc d'assurer ses arrières. C'est d'autant plus vrai quand le salaire s'accompagne d'un certain nombre de sacrifices que l'on fait à titre personnel ou à titre familial. La consommation qu'on va induire du coup de cette situation devient en fait un moyen de compenser tout le temps et l'énergie que l'on consacre au travail et donc tous les sacrifices qui découlent de cette réalité. La compensation, c'est donc pour soi là le fait de consommer. L'épargne, elle, du coup, elle passe au second plan parce que la sécurité passe dans ce cas-là davantage par le fait d'avoir ses hauts revenus et aussi par son employabilité que par le fait d'avoir de l'argent de côté. Et en réalité, il n'y a rien de mal à ça. Le wealth effect, c'est un phénomène, on va dire, constaté, décrit en économie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement moral là-dessus. C'est juste que ça met en lumière un phénomène. Et honnêtement, depuis que je fais ça, depuis que j'ai le podcast, depuis que j'accompagne les gens, vous êtes des centaines, si c'est pas des milliers à un jour, m'avoir écrit pour me dire oui, effectivement, plus j'ai gagné d'argent dans ma vie et plus je l'ai dépensé. Et en réalité, j'en ai pas mis plus de côté parce que j'en gagnais plus. Alors comment on sort de ce constat fataliste et comment on parvient à augmenter son sentiment de richesse, et ce, même quand les revenus n'augmentent pas d'ailleurs? Eh bien la clé, j'en ai parlé juste un peu avant. Si vous êtes attentif, vous avez probablement relevé cette subtilité. La clé pour moi, c'est ne pas juste désirer ce qu'on n'a pas, parce que ça, c'est évidemment une course sans fin, mais c'est aussi continuer, ou je dirais même commencer à désirer et donc à apprécier ce qu'on a déjà. On a tendance à rêver de tout ce qu'on pourrait s'offrir avec de l'argent tant qu'on n'en a pas. Voilà. Moi, j'ai pas d'argent. Ou à mon niveau, ou quand je n'en avais pas, je voyais tout ce que je pourrais avoir, l'intérieur que j'allais pouvoir avoir, l'endroit dans lequel j'allais pouvoir vivre, le style de vacances que j'allais pouvoir faire, les restos dans lesquels j'allais pouvoir aller, etc. Et donc ça, je pensais à ça et je me projetais dans cette vie quand je n'avais pas l'argent pour le faire. Et une fois qu'on a l'argent pour le faire, eh ben, en fait, le réflexe naturel, c'est de se mettre à rêver à tout ce qu'on n'a pas encore, tout ce à quoi on n'a pas encore accès. Tout ce qu'on n'a toujours pas là, au lieu de regarder ce que cet argent, cette richesse nous permet déjà d'avoir dans notre vie. Et en plus, c'est ce qu'on a dans notre vie justement, c'est ce qu'on a désiré un jour.
Donc la réalité qu'on vit en ce moment, c'est souvent une réalité qu'on a désirée à un moment donné de sa vie. Et donc au lieu d'en profiter, on veut tout de suite aller au next level, au next step, au next palier de richesse. Et aussi, la consommation, consommer des choses ne donne pas beaucoup de sens à notre vie. C'est justement, et c'est souvent vécu comme un moyen de combler des vides ou des manques de sens qui sont là, plus ou moins de manière consciente, mais la consommation ne donne que, je ne sais pas si je dois dire rarement ou jamais de sens à notre vie. Alors plus on utilisera notre argent d'une façon qui est utile et qui a du sens pour nous, et plus on augmentera notre sentiment de richesse. Le statut social n'a jamais conféré de sentiment de richesse à personne, en tout cas de façon durable. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle capsule vous aura donné à la fois un nouvel éclairage sur peut-être des ressentis ou des perceptions que vous pouvez avoir, mais aussi que ça vous permettra de faire éventuellement les ajustements nécessaires à votre situation pour vous sentir plus riche. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.